Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel échange. Alors aujourd'hui, j'accueille Anne qui est principalement kinésithérapeute et on va parler ensemble de la respiration, de comment elle utilise ça dans ses suivis en kinésithérapie parce qu'elle utilise plein d'outils hyper puissants et on va parler de tout ça. On va voir le lien qu'elle fait entre tous ces outils qui sont hyper importants. Donc Anne, je suis ravie de t'accueillir. Je te laisse te présenter et puis on pourra commencer à échanger sur tout ça. Coucou Cindy, bah, écoute, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là. Je me présente, je suis Anne, je suis kiné et ostéopathe. Et puis, je me suis formée en posturologie et en neurologie fonctionnelle. Et voilà, j'exerce en cabinet libéral. Et effectivement, j'utilise la respiration dans ma pratique professionnelle, aussi bien en kiné qu'en ostéo, et je travaille beaucoup avec la respiration, qui est évidemment en lien avec la posture. OK, juste une petite question avant qu'on parle, de respi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu t'es formée en posturo? Parce qu'il y a beaucoup de kinés, ostéos qui font pas forcément formés en posturo. Qu'est-ce qui t'a poussé toi à aller te former là-dedans? Qu'est-ce qui m'a poussée? C'est une bonne question. Euh, j'ai toujours eu cette vision un peu globale du corps. Après mes études de kiné, j'ai directement enchaîné sur l'ostéopathie parce que c'est vrai qu'en kiné, on n'a pas toujours des moyens thérapeutiques adaptés pour soulager nos patients, notamment les lombalgies, etc. On a une pratique en kiné, en école de kiné qui est très hospitalière, clinique et pas forcément adaptée à la pratique libérale. Donc, c'est vrai qu'on est beaucoup à se former en thérapie manuelle ou en ostéopathie. Et, euh, les résultats, ils n'étaient pas toujours au rendez-vous avec des patients qui revenaient tout le temps pour les mêmes symptômes et je retrouvais toujours les mêmes dysfonctions. Et j'ai fait des tas et des tas de formations en ostéopathie pour essayer d'améliorer mes techniques manuelles, mes techniques thérapeutiques en fait. Euh, et puis finalement, je voyais toujours les patients de travers, je voyais toujours des bascules d'épaule, je voyais sur moi-même que j'avais un shift du bassin très important, que j'avais un pied effondré. Enfin, je voyais que j'améliorais peut-être la mobilité temporairement, mais que sur le fond, la posture du patient, elle était toujours très asymétrique. On revenait toujours sur les mêmes choses. Et, euh, et voilà. Et puis j'ai découvert le livre de Bricot qui est devenu ma Bible. Et puis, j'ai fait après deux formations chez Valier et chez Bricot pour avoir cette approche vraiment holistique, vraiment globale et travailler sur la cause et pas que sur le symptôme. Et, euh, et voilà, et je trouve que l'alliance de la kiné, de l'ostéopathie et de la posturo est vraiment géniale, quoi. C'est super intéressant ce que tu dis parce que, bah, de mon côté, je dis souvent que si les fondations, elles sont pas stables, elles sont pas solides, tu pourras pas construire un truc, solide et durable dessus et il y a beaucoup de personnes qui, bah, en fait, essaient de travailler sur le symptôme et c'est OK, mais si derrière tu vas pas chercher la cause de pourquoi, bah, tu as par exemple une épaule plus basse que l'autre et des douleurs au cervical, bah, ça reviendra un petit peu toujours donc c'est vraiment super Oui, intéressant oui, ce bien que tu sûr. Bien sûr. Et moi, je l'ai vécu dans mon corps où voilà, j'avais ma bascule. Je me souviens très bien quand j'avais ma névralgie d'aller voir un collègue ostéo et j'arrêtais pas de lui dire, mais regarde, regarde le shift de mon bassin, regarde mon épaule. Et c'était pas du tout son sujet, alors qu'en fait, en fin de journée, ma posture était très dégradée et que, ben oui, on pouvait traiter 1000 fois ma C7, il fallait avoir une vision, il fallait dézoomer, avoir une vision plus globale. Et juste pour finir, en kiné, moi je travaille en neurologie, donc j'ai beaucoup de patients qui ont des maladies de Parkinson ou des scléroses en plaques. Donc on fait tout de suite le lien où on voit bien que le muscle et l'articulation n'est pas la cause du problème. Ces gens-là n'ont pas des problèmes articulaires ou musculaires. Ils ont un problème de commande motrice et d'un cerveau qui ne commande pas comme il faut la fonction. Et donc il faut aussi sortir de cette vision uniquement ostéo-articulaire et mettre le cerveau en premier plan et de savoir bah, qui commande et pourquoi il commande et chercher vraiment la cause primaire de tout ça, ou les causes, parce qu'il y en a toujours plein. Et petite question, alors ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Moi, de mon côté, je suis les athlètes en réathlétisation, mais je suis pas du tout dans le domaine médical. Est-ce que de ton côté, tu as l'impression que c'est, que ça se développe un petit peu cette vision beaucoup plus
globale, de l'humain, dans le milieu de la kinésithérapie, de l'ostéo? Ou est-ce que tu as l'impression que les professionnels regardent encore beaucoup en local? Je sais pas puisque je côtoie beaucoup de kinés qui font de la posturo maintenant. Heu, je ne saurais pas te répondre. Je crois qu'il y a les 2 approches, je crois qu'il y a les 2 approches. Je sais pas. Ouais, je pense qu'il y a quand même cette approche très très locale parce que c'est notre formation, hein, voilà, on regarde un genou, on regarde un pied. On fait une approche peut-être un petit peu plus r loco-régionale, mais de là à parler, des sens, des yeux, des pieds, de la mâchoire, là, et en médecine, absolument pas. La médecine est vraiment que symptomatique. La médecine fonctionnelle, ça n'existe pas, ça n'existe plus et voilà, et nos prescripteurs, ce sont les médecins, quoi, hein. Donc si on leur dit qu'il faut envoyer le patient qui a une cervicalgie chez l'orthoptiste parce que, il y a un défaut de convergence ou parce que, il y a un problème de pied ou de mâchoire, on est des extraterrestres, c'est non, c'est voilà, c'est pas toujours facile. Sur ça, en tout cas, je te rejoins vraiment. De mon côté, je me bats, mais puissance 1000 avec, les médecins, en fait, des athlètes qui viennent me voir et qui me disent: «Bah, voilà, j'ai, une douleur au genou» et quand je leur dis: «Bah, il y a potentiellement un problème au niveau du pied». «Non, mais mon médecin, il m'a dit que mon pied, il allait bien, c'est Ah une bah, oui. douleur au genou». C'est super compliqué, c'est super Le dur médecin à gérer, donc là-dessus, je te rejoins, complètement. le Hem, médecin, il est pardon, je te non, coupe. vas-y, vas-y. Je dis le médecin est payé pour faire un diagnostic et du coup, le diagnostic du médecin est tout puissant et si le médecin a dit, c'est vrai que derrière, tu peux argumenter, c'est difficile. Hier soir, j'ai eu un patient, qui est médecin, au cabinet, qui est venu, en toute fin de journée et il a des cervicalgies, il a une hernie discale et il a eu un gros épisode douloureux là, donc il est venu, en urgence et donc comme il est médecin, il s'est jeté au CHU, il a vu le neurochirurgien, hein, tout de suite, hein. Tu vas pas voir ton généraliste quand tu es médecin, tu vas voir le neurochir et il a fait un IRM parce qu'aujourd'hui, tu fais un IRM pour tout et n'importe quoi et puis, il y avait pas grand-chose à l'IRM, en tout cas, ça avait pas évolué, mais ce qui il m'a posé 1000 fois la question de savoir, si la cause de sa douleur, c'était la lésion qu'il voyait à l'IRM et voilà et pour lui, vraiment, sa lésion biologique est la cause de ses douleurs. Il s'inquiète pas du mécanisme qui a créé, sa lésion. La cause, c'est la lésion tissulaire et c'est pas le mécanisme et donc il veut taper sur la cause, son disque abîmé et certainement pas démonter le mécanisme qui a créé ça. Donc une fois que la lésion est fixée dans sa tête à l'imagerie, c'est quand même compliqué derrière de lui dire: «Écoute, tu vas mettre l'image de côté, puis on va travailler sur, ta posture, sur le mécanisme, on va essayer de soulager, cette zone cervicale qui est stressée et abîmée». Lui, il est focalisé là-dessus et beaucoup de patients parce qu'ils ressortent tous avec, des IRM, des imageries et on leur dit: «La cause de votre douleur, c'est votre hernie discale, donc il faut taper sur la hernie discale» et pas dézoomer, pas comprendre tout le reste et pas comprendre ce qui vous a amené à ça. Donc c'est on se fatigue plus, on explique à ceux qui veulent comprendre. Mais ça, c'est un vrai problème, ce truc d'imagerie parce que alors j'en veux pas du tout aux gens, même moi j'ai fonctionné pendant longtemps sur, je vais absolument, voir ce que j'ai, mettre un mot vraiment sur le truc, voir, pourquoi j'ai mal à cet endroit-là précis et cetera et cetera. Mais c'est un vrai problème parce qu'une imagerie, tu peux avoir une imagerie dégueulasse et aucune douleur, aucun problème et tu peux avoir une imagerie hyper propre et des grosses douleurs et des fois, j'ai des athlètes qui viennent me voir parce qu'ils ont des petites douleurs, machin, machin. Et en fait, ils me disent: «Ouais, j'ai fait une imagerie, on a vu ça, j'avais aucun problème, avant à cet endroit-là et depuis qu'on a fait cette imagerie, ça s'est déclenché» et cetera. Mais pour moi, c'est pas par hasard que, tu as une douleur qui se déclenche suite au fait que tu aies vu que sur l'imagerie, tu avais, une lésion ou en tout cas, tu avais une problématique à cet endroit-là et les imageries, elles peuvent vraiment être, nociceptives des fois plus qu'elles ne devraient l'être, quoi. Donc ça, c'est un vrai Très problème. nocebo, oui, oui. Oui, oui, c'est très nocebo et je le dis souvent, ça fixe la lésion dans la tête du patient et moi-même, moi, quand moi, j'ai eu 3 hernies cervicales, dès que je suis sortie de l'image, je me suis sentie vieille et foutue, tu vois? Et je garde encore cette idée que j'ai une fragilité et que mes tissus sont abîmés.
Et c'est ce que gardent les patients. Et même s'ils sont asymptomatiques, à partir du moment où tu leur dis qu'il y a une lésion, même si tu leur expliques que c'est le vieillissement naturel des tissus et que, notamment les disques intervertébraux cervicaux, ben, ils évoluent, ils s'adaptent aux contraintes et que cette évolution est normale, une fois que tu l'as dit, tu as mis dans la tête que c'était fragile. Et derrière, c'est vrai que c'est compliqué. Et malheureusement, aujourd'hui, encore une fois, les médecins, ils traitent la maladie, ils ne traitent pas la fonction. Donc, ils éliminent le pire. Et pour éliminer le pire, ben, tout le monde va passer par l'image pour être sûr qu'il n'y a pas un cancer, une pathologie grave. Et puis, le médecin, le radiologue, il remonte ce qu'il voit. Mais c'est comme s'il me décrivait avec mes rides et mes cheveux blancs. Ben oui, mais c'est l'évolution normale de mes tissus à 40 ans et c'est pas une pathologie. Donc, dissocier l'image de la douleur, c'est pas simple. Et je pense que ouais, il y aurait une grosse remise en question à faire là-dessus, ouais, les utiliser à bon escient. Et tu vois, ce médecin-là qui est italien hier, il me disait qu'en Italie, il n'avait jamais vu ça, qu'il n'y avait jamais autant d'images prescrites, que vraiment en France, on prescrit à une quantité d'imagerie qui est absolument phénoménale et anormale. Et plein de fois, nous, en kiné ou en ostéo, on voit des patients où ben, l'examen clinique suffit. Il n'y a pas besoin d'aller faire une image, tu vois. Euh, je crois que même les recommandations de la HAS ne disent pas il faut aller faire une imagerie en première intention pour un patient qui est cervicalgique. On va mettre en place un traitement bien mené et puis au bout d'un certain temps, on va décider si aggravation des symptômes, si radiation, d'aller faire ou non une image. Mais bon, la médecine évolue comme ça jusqu'au moment où on ne pourra plus payer les imageries, quoi. Bon, il y a la sécurité sociale, quoi, c'est ça. Ouais, ouais. Alors, ça n'a pas duré longtemps, cette histoire. Bon, en tout cas, c'est cool que tu fasses passer ce message-là au niveau des imageries. C'est hyper chouette parce qu'on en parle, enfin, on n'en entend pas vraiment parler. Donc, c'est cool que si sur les nombres de personnes qui vont voir cette vidéo, il y en a au moins la moitié qui enregistre ce message, c'est déjà ça. Ne demandez pas d'image à votre médecin. Les gens, ils veulent souvent faire, tu sais, ils te disent, il faudrait faire une radio. Je dis, mais l'image, c'est pas le traitement. Commencez par vous traiter correctement et comprendre pourquoi vous avez ça avant de vouloir à tout prix faire une image. Je sais pas, cette obsession de vouloir ce qu'il y a, de voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est, je sais pas, il faut que ça change. Bon, alors du coup, pour en revenir à notre sujet, donc toi, tu t'es formée en posturo parce que tu voulais vraiment travailler sur la cause en fait de pourquoi la personne a des douleurs et tu utilises pas mal la respiration dans tes suivis. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le lien que tu fais entre tout ça, entre la respiration, la posturologie, et comment tu mets ça en place dans tes suivis en kinésithérapie? Alors, comment je mets ça en place? Pour moi, la respiration et la posturo, c'est la même chose. Dans mes formations de posturo, on ne parle jamais de la respiration. Donc, tu vois, je l'ai rajouté après. Euh, je me souviens même que je crois que dans le bouquin de posturo, tu as le corps humain et puis on a enlevé les côtes. Donc, en fait, tu vois ton patient, tu vois le squelette de la personne de profil et puis tu as enlevé les côtes. Et donc, cette analyse posturale, elle est souvent très statique et la posture, bah, c'est pas statique, hein. La posture, c'est quelque chose de vraiment dynamique et la respiration et la posture, c'est une relation très intime, ça fonctionne ensemble. C'est le même système en fait, hein. Un être humain qui est debout, vivant, bah, il respire, il est toujours en mouvement et donc finalement, sa posture, elle est toujours dynamique. Donc quand on regarde la posture, on regarde forcément la respiration. Donc moi, je commence pas par regarder la respiration, je commence toujours par regarder mon patient dans les trois plans de l'espace, sur le côté de face de dos et en vue de haut ou en vue horizontale. Et je commence toujours dans le plan sagittal, je commence toujours de profil pour voir s'il est plutôt antérieur ou postérieur, voir comment son centre de masse se déplace et est-ce que la masse bassin, thorax, tête est bien alignée ou est-ce que il y a un bassin qui est en avant, des épaules en arrière, une tête projetée en avant, etc. Donc, à partir de cette observation-là, bah déjà, on voit un petit peu au niveau biomécanique comment toutes nos chaînes fonctionnent et comment le thorax se positionne par rapport au bassin. Et ça va nous donner plein d'indications sur le fonctionnement du diaphragme, des intercostaux, des muscles thoraciques. Et donc, rien qu'en regardant la personne de profil,
on peut déjà dire si sa respiration va être compensatoire, dysfonctionnelle, si le diaphragme est en capacité d'avoir une bonne mécanique, quelqu'un qui va être très effondré, quelqu'un qui est très postérieur avec le thorax qui est vraiment en arrière de son bassin, s'il n'a pas des érecteurs du rachis qui sont assez puissants, de toute façon, son diaphragme sera en compression et n'aura pas une bonne dynamique pour remonter convenablement. Donc, on sait déjà que quelqu'un qui est très postérieur aura une respiration compensatoire et quelqu'un qui est très antérieur n'aura pas des diaphragmes bien alignés et aura aussi une respiration qui sera dysfonctionnelle. Donc vraiment, la posture et la respiration, ça s'influence mutuellement et le changement de posture va influer sur la respiration et vice-versa, quoi. Et est-ce que là, dans ce que tu nous dis, est-ce que pour toi, tu vois, quelqu'un qui va avoir une posture, par exemple, très fermée avec une tête très antériorisée, par exemple, est-ce que pour toi, c'est si tu checks une respiration dysfonctionnelle chez cette personne, est-ce que pour toi, c'est la respiration dysfonctionnelle qui fait qu'il y a un impact sur la posture ou est-ce que c'est les entrées sensorielles déficientes, dysfonctionnelles pardon, qui font qu'il y a un impact sur, la respiration? Ou est-ce qu'on Je va sais pas. Je sais pas, je sais pas, je vais tester. Je te dis, les 2 vont s'influencer mutuellement. Est-ce que, c'est les inputs, les entrées sensorielles qui vont modifier la posture ou est-ce que c'est la respiration? Je sais pas, j'aurais tendance à dire que de toute façon, c'est les 2. Pour moi, peu importe, je fais mes tests et de toute façon, je vais travailler les 2. Donc voilà. Des fois, tu vois, notamment sur des corrections de semelles, sur quelqu'un qui est très antérieur, tu vois, très en extension avec un thorax qui est parti en avant du bassin, les semelles, par exemple, les semelles de Bricot marchent très, très bien et on arrive à ramener les gens sur les talons et à améliorer leur posture et à mieux les aligner. Si tu ne travailles pas la respi derrière, de toute façon, ça ne va pas tenir et des fois, tu vois que tu les as corrigés, mais qui sont finalement encore plus en extension avec des rib flares qui sont hyper apparentes. Et si tu ne modifies pas leur mécanique respiratoire, même si tu as modifié leurs inputs, bah, la respiration, c'est quand même la chose la plus importante. Et notre cerveau, il va se mettre en survie si la respiration est dysfonctionnelle. Donc, de toute façon, je travaille la respiration, même si les pieds améliorent la posture, même si les yeux améliorent la posture, je travaille la respiration. Ouais, donc en fait, c'est vraiment complémentaire à tout le travail que tu fais, Ouais, de base avec lui. c'est ni prioritaire, ni secondaire, je le mets sur le même plan que les inputs et voilà. Et puis de toute façon, je connais personne qui a une respiration parfaitement fonctionnelle. Donc comme je vois que des gens de travers, ils ont tous besoin de travailler leur respi, donc tout le monde fait la respi et puis voilà. Et il y a un truc que les gens oublient beaucoup, c'est que la respiration, et ben, en fait, on respire 24 heures sur 24. Quand tu respires plus, tu es mort. Donc, si tu répéter un truc mal 24 heures sur 24, bah, tu continues de le répéter mal tous les jours, forcément, ça va avoir un impact, quoi. Ouais, c'est ce que je dis souvent aux gens, on respire, 22-25 000 fois par jour, donc si vous le faites mal, 22 000 fois par jour, vous pouvez faire des exercices pendant une demi-heure, ça ne changera pas la donne. Donc souvent les patients, je dis les hommes, mais c'est vrai, les hommes, ils ont une journée hyper stressante, hyper fatigante, ils ont eu leur taf, ils sont voilà, TGV à 200 km/h, ils sont en état sympathique, très important et puis le soir, ils veulent faire encore plus d'efforts physiques et et ils te disent, pendant la séance: «Peut-être qu'il faut que je fasse plus de pompes». Tu vois? Hier, j'en ai eu un, il m'a dit ça: «Il faut que je fasse plus de pompes et plus d'exercices» et je lui dis: «Mais non, mais tu es en extension, tu es en compression là, tes transversaires épineux, c'est du béton donc il ne faut pas faire plus de pompes en fait. Il faut que tu te détendes, que tu respires mieux, que tu relâches tes tensions postérieures et ça passe par, un travail respiratoire en flexion et pas par rajouter de la tension et du stress donc c'est souvent ça. Si de toute façon, toute la journée, vous êtes déjà en état de tension, avec une respiration dysfonctionnelle qui vous tire vers le haut, qui met, toute la région, interscapulaire là en lordose, c'est pas en rajoutant encore plus de tension que ça va s'améliorer. Donc bien sûr qu'il faut, travailler sur, comme tu disais, les fondations, les fondamentaux, les bases et c'est, des fois une respiration avec des exercices, simples et pas difficiles et ça marche très bien, quoi.
C'est ça, un truc de toute façon, il y a énormément de gens aujourd'hui qui pensent que, ils doivent faire plus. Je dois faire plus de sport, je dois mettre beaucoup plus d'intensité, mais en fait, ils se rendent pas compte qu'ils sont déjà très, très hauts dans leur sympathie, qu'ils sont déjà hyper en alerte, hyper stressés et qu'ils ont juste besoin de faire un peu moins pour aller mieux. Ouais, ouais, de faire mieux. Mais après, il y a des profils, hein, il y a beaucoup de femmes qui font du pilates, du yoga, de la méditation, qui sont à l'écoute et qui vont aller travailler sur ce système parasympathique, qui vont chercher un flow, un bien-être. Et puis, il y a ceux qui vont chercher plutôt à être toujours plus dans un état sympathique. Donc, bon, bah, il faut trouver un juste milieu et pouvoir remonter, redescendre, quoi. Et toi, du coup, est-ce que enfin, est-ce que la respiration pour toi va impacter les douleurs? Quel lien est-ce que tu fais entre les douleurs de tes patients et la respiration? Oui, écoute, j'utilise la respiration pour, travailler sur les douleurs. J'utilise la respiration un peu pour tout, hein, pour les douleurs, pour la neuro, pour la posturo, voilà, pour diminuer les tensions musculaires. Donc, oui, j'utilise la respiration pour diminuer les douleurs et pour diminuer le tonus musculaire. Voilà, l'inspiration, hein, qui augmente le sympathique, l'expiration qui travaille sur le parasympathique. Donc, dans cette idée de revenir en état plus parasympathique et de réguler le système nerveux. Donc, je vais l'utiliser comme ça. Et puis, simplement au niveau biomécanique, hein, si, il y a une dysfonction diaphragmatique, je parle par exemple pour les douleurs cervicales, si tu as une respiration thoracique haute, bah, tu vas générer des tensions cervicales. euh, et, et voilà, donc oui. Je ne savais plus quelle est ta question. Non, Oui, je non, vais l'utiliser pour, tu as oui, répondu oui. et OK, c'est OK. Souvent en premier, tu vois, si je reprends l'exemple de ce patient d'hier là, médecin qui était très inflammé, qui avait très mal au cervical et qui était, très inquiet, ben, on va commencer tout de suite par ça, en fait, par le remettre en état parasympathique en disant: ben OK, on va réguler le système nerveux, on va te faire redescendre un petit peu parce qu'il y a trop de stress, il y a trop d'anxiété et donc il y a trop de tension musculaire et tu es en état, inspiratoire et donc on va réapprendre à expirer, à travailler dans différentes positions. Et le fait de réguler son système nerveux, ben, son seuil de tolérance à la douleur, il diminue aussi, quoi. Donc ce que tu nous dis, c'est qu'avec, la respiration, tu peux agir sur le système nerveux. Ah ben, complètement. Bah, ça, C'est 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 le lien entre le système nerveux volontaire et involontaire, ouais. C'est une porte d'entrée vers le système nerveux, vers le tronc cérébral. Mais c'est top que tu le dises parce que en fait, la respiration, c'est un truc qui est, je trouve en tout cas, de mon point de vue, c'est un truc dont les gens s'occupent pas assez, tu vois? On respire, mais ils y accordent pas vraiment d'importance alors que, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, on respire tous les jours, 24 heures sur 24 et puis, la respiration, bah, le jour où on meurt, on ne respire plus. La respiration, ça nous permet d'être en vie, en fait et la respiration, bah, comme tu l'as dit, elle a un impact sur la posture, au niveau mécanique et tu peux agir sur le système nerveux. Tu peux, limiter les douleurs avec, la respiration. Alors ça ne veut pas dire que le problème va être, corrigé, hein, mais tu peux agir comme tu le dis sur les douleurs. Tu peux moi en tout cas de mon côté sur le plan sportif, quand tu utilises, la respiration sur le plan sportif, bah, des fois ça peut te permettre de te calmer avant une compète quand tu es vraiment trop stressé ou inversement ça peut te permettre d'être un peu plus dans le côté un peu énervé avant de faire une compétition s'il y a besoin, si tu arrives pas à trouver un peu cet état d'éveil, optimal pour ta compète. La respiration, c'est vraiment un outil qui est hyper puissant et pour autant, je trouve qu'on n'en parle pas assez, tu vois? On la met beaucoup de côté. Oui, la respiration, d'accord, mais en fait, je trouve que les gens sont pas assez, informés, tu vois? Sur ce côté, hyper fondamental, hyper, bah, puissant de, la respiration. Oui, ouais, c'est sûr, hein, c'est vrai la respiration, c'est pour, ceux qui méditent, ceux qui font du yoga et les gens l'utilisent pas comme un outil alors que, beh, c'est évidemment fondamental. Je pense que de plus en plus quand même les gens réalisent qu'il y a plein de techniques, il y a des tas et des tas de techniques respiratoires qui peuvent être importantes pour eux. C'est vrai que c'est un peu chiant, hein. Moi, j'avoue que j'aime aussi bouger, j'aime les choses un peu dynamiques et heu et souvent les séances respi, ça va être un peu chiant donc
Moi, je leur dis, faites 5, 10 cycles respiratoires, commencez tranquillement, sans se donner 5 minutes, parce que c'est comme la méditation, tu vois. Moi, je tiens 1 minute et demie, puis après, j'ai le cerveau qui part dans tous les sens. Euh, Au début, il faut commencer par se challenger sur quelques cycles respiratoires et juste se dire, bon, est-ce que sur 5 cycles, j'arrive déjà à poser ma respiration, à régler un 4-2-6 ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, est-ce que tu arrives à contrôler ta respiration sur quelques cycles respiratoires et puis travailler sur différentes positions? Moi, je vais travailler avec des ballons, avec des pailles, avec une sangle autour de la taille. Tu vois, j'utilise des objets pour que il y ait un peu plus de choses concrètes, quoi, et pas juste inspire, expire, où les gens ils lâchent et ils voient pas l'intérêt. Puis c'est aussi, c'est long. La respiration, on n'a pas des résultats, tu vois, rapides et visibles. Donc, à partir du moment où ça ne se voit pas, des fois, les gens lâchent un petit peu. Donc, il faut faire beaucoup d'efforts de persuasion pour leur dire, ouais, ouais, ça va pas se voir, tu vas pas avoir mal, tu vas pas avoir des courbatures, mais, euh, mais c'est ô combien important. C'est Françoise Mézières, elle disait, le diaphragme est de tous les coups, tu vois. Donc, vraiment, la respiration et la mécanique du diaphragme, quelle que soit la douleur, j'ai envie de dire, si tu travailles pas ta respiration, tu es dans l'erreur, quoi. Ben, de toute façon, c'est comme tout, faut être progressif dans les choses et puis ensuite, ça le fait, quoi. Hem, Oui. j'ai une petite question, est-ce qu'il y a un constat un peu global que tu fais des choses? Est-ce qu'il y a une problématique qui revient, plutôt de manière générale dans les patients qui viennent te voir? Est-ce que, ben, tu vas constater que, il y a une respiration dysfonctionnelle chez quasiment tous les gens? Est-ce que tu enfin, quasiment, hein, je dis vraiment, voilà, pas tout le monde. Chez quasiment tous tes patients, est-ce que tu vas constater que il y a des problèmes posturaux en lien avec, la respiration, chez quasiment tous tes patients? Est-ce que ça va impacter plutôt le haut du corps, le bas du corps? Enfin voilà, est-ce que tu peux faire un constat global des choses ou pas toi, à l'heure actuelle? Bah, moi, j'ai un biais, puisque de toute façon, je vois que des gens qui vont pas bien, donc j'ai forcément ce biais-là. Non, mais comme je te disais, posture et respiration, ça va ensemble. Si tu n'as pas une posture érigée, tu peux pas avoir une bonne respiration. Donc, à partir du moment où il y a trouble postural, il y a problème de mécanique respiratoire. Ça, c'est obligé. Et après, je vois beaucoup de gens en extension, en fait. Je vois beaucoup de profils antérieurs avec de gens qui sont très en extension, avec plutôt un diaphragme inspiratoire, en fait, un diaphragme qui est bas, qui a du mal à remonter et une pression abdominale importante. Je dirais que c'est ça que je vois plus, avec de fait une stratégie compensatoire de la respiration et une respiration plutôt thoracique haute et superficielle parce que la mécanique du diaphragme est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce que, à mon sens, elle est empêchée par des problèmes posturaux ou des problèmes émotionnels. Mais voilà. Donc, ouais, je dirais ça. Je dirais que je vois plus de gens en extension. Tu vois, hier, je me suis fait la réflexion. Je prends souvent les gens en photo pour leur montrer et pour leur dire, regardez comment vous vous tenez. Et j'avais que des gens en extension, que des gens antérieurs avec des dos très plats, avec une lordose interscapulaire et des scomes en béton et cette respiration thoracique haute. Et, euh, et voilà. Et du mal à réguler le stress. Donc, Hem, c'est ça que je vois le plus. OK, bah, c'est hyper intéressant d'avoir, ton point de vue sur ça et est-ce que toi tu as, une explication, pas scientifique, hein, mais toi, est-ce que tu as une explication sur pourquoi tu as pas plus de personnes en flexion et que tu as beaucoup de personnes qui vont être plutôt en extension? Ou pas, Je hein? ne sais pas. On pourrait venir au tronc cérébral et se dire, bon, ben, c'est le pont et que peut-être le stress joue sur ces gens qui sont en extension. Ouais, je ne sais pas, c'est sans doute une composante émotionnelle. Je crois je ne mettrais pas une explication globale. Pour chacun, je trouve une raison différente. Mais oui, je dirais de la tension nerveuse, du stress, des gens qui ont fait beaucoup de sport aussi, qui sont du coup sur des schèmes plus d'extension très jeunes que sur des gens plutôt très ancrés, très apathiques, un peu hypotoniques et que sont plus en flexion. Peut-être que ceux qui sont plus en flexion sont aussi des gens peut-être plus souples et qui vont supporter plus, qui vont compenser un peu plus facilement et qui vont consulter un peu plus tard.
Mais l'aigu, souvent, il consulte quand il est en extension. Les douleurs chroniques, ce qui ronge un petit peu à bas bruit. Mais là, c'est vraiment ma sauce, hein, je te dis ça comme ça. Oui, oui, bien sûr, Euh, bien sûr. ouais, je dirais ça. Je dirais que l'inflammé douloureux hyperalgique est souvent dans un état d'extension, Ok, avec des douleurs un peu plus diffuses, tu vois, il se plaint un peu partout, là. Il a mal au cervical, il a mal entre les omoplates, il a mal dans les lombaires, il a mal partout, lui. Alors que celui qui est un peu slouche, là, celui qui est un peu apathique, postérieur, avec une syphose et une tête projetée en avant, lui, il va avoir des douleurs un peu plus localisées, et puis il va supporter un peu plus longtemps ces douleurs. ok. Non, mais c'est hyper intéressant d'avoir ton ressenti sur ça. Moi, en tout cas, de mon côté, je constate principalement la même chose, en fait, parce que ben, de mon côté, je travaille principalement avec des athlètes. Et ce que je retrouve le plus, c'est que au niveau des douleurs et des déséquilibres posturaux, je constate qu'il y a énormément d'athlètes qui n'arrivent pas à sortir de ce schème d'extension qu'ils doivent avoir dans leur entraînement. Tu vois, on est beaucoup en extension pour aller chercher de la performance. Sur un développé couché, on va beaucoup être en extension, etc., etc. Et quand je regarde au niveau postural, c'est des athlètes qui sont toujours hyper en extension, qui ont une respiration dysfonctionnelle hyper haute, etc., etc. Et en fait, ils n'arrivent pas à sortir de ce schème. C'est un truc que je remarque beaucoup chez les athlètes et par contre chez les personnes, qui sont pas forcément sportives, alors j'en ai suivi quelques-uns, c'est pas ma population, principale, d'accord? Mais par contre là, chez les personnes qui sont pas forcément sportives, ce que je constate, c'est beaucoup plus des schèmes en flexion qui vont, s'opérer et je pense que enfin, encore une fois, je pense, c'est ma réflexion, tu vois? Mais que c'est lié au fait que, bah, voilà, les personnes sont plutôt sédentaires, toujours assis, tu vois, devant un ordinateur et cetera et cetera. Oui. Mais en tout cas, là, je fais vraiment de mon côté une distinction entre, la population, des athlètes, des sportifs, tu vois? Qui s'entraînent beaucoup et je trouve qu'ils ont beaucoup de mal à sortir vraiment de ce schème d'extension et une distinction également avec les personnes qui sont plutôt sédentaires et qui, elles, vont vraiment être bloquées dans un schème de flexion et ça va être compliqué de redonner de l'ouverture. Oui, 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 non, mais j'entends ce que tu dis. Après, j'ai envie de dire que le but de la posture, ça va pas être de les changer, mais ça va être de faire en sorte qu'ils vivent en harmonie avec eux-mêmes et qu'ils puissent passer d'un état à l'autre. Donc après, s'ils sont en extension permanente, mais si c'est pas pathologique et qu'ils arrivent à revenir vers la flexion sans douleur, ma foi, tant mieux. Puis c'est vrai qu'après, il y a des schémas posturaux qui vont aider dans certaines activités sportives. J'avais une jeune femme en bilan qui faisait de l'haltérophilie. Ben, elle avait besoin d'être leur dosée. Excuse-moi, qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Excuse-moi, je suis désolée. Eh bien, j'ai pas entendu. D'accord? Oui, vas-y. J'arrive, j'arrive. Pardon, j'ai mes enfants. Pas de problème. Euh, du coup, j'ai été coupée. Je sais plus ce que je voulais dire. Ça, c'est les enfants, tu sais, ça qui... T'inquiète pas, on parlait des, compensations, des déséquilibres qui parfois pouvaient être bons et je te rejoins complètement. Je de mon côté, quand je travaille avec, des athlètes, je vais pas forcément chercher à les rendre, 100 harmonieux et cetera parce que, bah, des fois, tu as besoin d'avoir une certaine extension pour Oui, performer c'est ça. et si c'est OK et que ça te pose pas de problèmes spécifiques dans ta vie, ben, OK. Mais par contre, C'est là où ça, je la m'en ancienneté. occupe là où je m'en occupe, où je le prends en compte, c'est quand, OK, cette personne, elle est bloquée dans un schéma de flexion. Ça lui permet certes de performer, mais elle a des grosses douleurs. Là, bah, ça va être, plus problématique et là, on va le prendre en compte, quoi. Oui, la santé, c'est pas la performance, quoi. La jeune femme que j'avais eue en bilan, elle faisait de l'haltérophilie. Donc, elle avait besoin bah, d'être plutôt lordosée, d'avoir un schéma d'extension là pour porter ses barres. Je ne fais pas de l'haltéro, mais bon, je vois bien que tu dois quand même aller dans de l'extension. Donc, elle pouvait performer parce qu'elle avait plutôt ce schéma d'extension, ce dos plat et cette hyperlordose lombaire. Mais par contre, elle était dentiste et dans sa vie quotidienne, bah, il fallait quand même qu'elle revienne sur des flexions prolongées, plutôt endurantes. Et en fait, elle tenait plus au boulot, quoi. Donc oui, il faut pouvoir passer d'un état à l'autre et avoir malgré tout un rachis qui est mobile dans les deux positions, même si l'extension va favoriser certaines performances sportives, hein. Usain Bolt, il est pas voûté, hein. Il a besoin d'être en extension pour performer, quoi.
C'est ça et c'est bien qu'on le dise parce que, enfin, c'est bien que tu le dises parce que, ben, le but, c'est pas d'avoir, la posture la plus belle au monde et non, le but, c'est de se sentir bien dans sa vie et dans son activité physique si on en fait une, quoi et parfois, ben, tu vas avoir une compensation qui va être, OK pour toi et c'est comme ça et c'est OK, quoi. J'ai une dernière question à te poser avant qu'on termine. Au niveau de la respiration, une question, très simple. Je voudrais savoir toi, quand tu travailles au niveau de la respiration, est-ce que tu utilises des techniques respiratoires ou est-ce que tu vas plutôt travailler avec la respiration fonctionnelle qu'on est censé avoir au quotidien? Je ne travaille jamais avec la respiration fonctionnelle, je l'utilise vraiment comme un outil, rééducatif. Donc j'utilise des techniques respiratoires et je ne fais pas respirer les gens, quoi, à part au cours de pilates. Mais sinon, non, encore une fois, on est sur la respiration, c'est quelque chose d'involontaire. Donc dire aux gens: «C'est comme ça que tu dois respirer et voilà ce qu'est une respiration normale» et leur dire: «Bah, tu dois respirer comme ça». On revient sur la même chose que contrôler une posture, posture et position. Tu peux pas contrôler ta posture, en te redressant, 5 minutes par jour, comme tu peux pas contrôler ta respiration. Donc travailler sur une respiration fonctionnelle et dire aux gens: «Beh, voilà ce qu'est une respiration normale et c'est comme ça que tu dois faire». Pour moi, ça a pas trop de sens, juste à but éducatif, mais après il faut lever les tensions musculaires, autour du diaphragme, autour des intercostaux, enfin libérer un peu cette posture pour permettre de libérer la respiration. Donc moi, je travaille, sur une respiration comme un outil rééducatif. Donc je travaille avec, je mets des contraintes sur le thorax pour venir travailler sur telle zone. Je fais des étirements, j'étire les pecs, je travaille en thérapie manuelle, le diaphragme, je travaille avec des briques de yoga à droite, à gauche, je travaille dans différentes positions pour venir, essayer de «modeler» entre guillemets le thorax et avoir, une meilleure fonction respiratoire. OK et pour terminer, pour les personnes qui nous écoutent, parce que depuis le début on parle, de respiration et cetera, pour les personnes qui nous écoutent, comment est-ce qu'on peut savoir, que notre respiration elle est OK ou pas? À quoi on voit ou on sent que notre respiration elle va être, problématique? Mon point de vue de posturo, c'est regarde ta posture et ta posture te dira si tu respires bien ou mal. Heu Non, beh, après, je dirais: «Est-ce que tu respires par le nez ou par la bouche?» hein, déjà, les respirateurs buccaux, ça va être problématique. Est-ce que tu as la tête projetée en avant? Hein, une tête projetée en avant, c'est, une compensation, hein, c'est pour ouvrir tes voies aériennes supérieures, donc ça veut dire que tu as une respiration nasale dysfonctionnelle et que tu vas aller chercher à ouvrir tes voies aériennes en poussant ta tête vers l'avant et après, quelle est la forme de ton thorax, hein? L'air est plus puissant que le muscle, donc si tu as des déformations thoraciques ou des malformations thoraciques, bah, c'est que ta respiration ne peut pas être fonctionnelle. Donc, une compression sternale, un dos rond, au contraire un dos plat, une lordose, entre les omoplates, enfin un dos très creux, très comprimé ou, des côtes apparentes, ou des bascules d'épaules sont autant de signes de problèmes respiratoires. Et puis des fois, les gens, ils te disent, hein, «Ah oui, la respi» moi, des fois, quand je commence des exercices respiratoires avec les gens, bah, d'un coup, ils te disent: «Ah ben oui, moi, la respiration, c'est un gros problème» et là, ils t'expliquent qu'en fait, ils sont toujours en apnée ou qu'ils sont vite essoufflés, donc sans parler de pathologies respiratoires, d'emphysème ou d'asthme. Les gens, des fois, disent d'eux-mêmes qu'ils ont des problèmes respi ou qu'ils se sentent pas confortables dans leur respiration. Mais moi, je dirais, respiration et posture, encore une fois, c'est une relation intime, ça marche ensemble. Si tu as des troubles posturaux, tu as des troubles respiratoires. Hem, voilà. Comme tu regardes tes pieds, tu regardes ta posture, tu regardes ta respiration, tu regardes ta posture. On aurait pu faire un échange sur les pieds aussi. J'adore les pieds. Ben, Je écoute, suis une écoute, on va s'arrêter là si c'est OK. Est-ce que tu veux rajouter un truc? eh ben, écoute, merci Cindy. Ben, écoute avec Je plaisir. j'étais pas réveillée, mais tu vois, j'ai tenu le coup quand même. Merci à Dis-moi toi. Écoute, c'était un échange très intéressant. yes, dis-moi où est-ce que les gens peuvent te retrouver si jamais ils ont besoin de travailler avec toi? Ils peuvent me retrouver, sur Instagram, sur, Posture et Vitamines, c'est mon compte.
Au cabinet, non, hein, je prends plus personne, là, j'ai trop de travail. Et puis bientôt, mon programme sur les cervicales qui sort. Je dis bientôt, ça fait 2 mois que je dis bientôt, mais je vais réussir à accoucher du truc quand j'aurai le temps. Donc voilà, non, mais voilà, sur Insta et puis bientôt sur, ce programme qui doit sortir, quand j'arriverai à jongler entre toutes mes vies. OK, ça marche. Ben, écoute, je te remercie beaucoup, d'avoir, accepté cet échange avec moi. C'était hyper intéressant d'avoir ton point de vue, qui est assez parce que moi, je suis pas du tout kiné et cetera et c'était super intéressant d'avoir ton point de vue, en lien avec la kinésithérapie et la posturo quand on parle, de respiration. C'était super intéressant. Donc, j'espère que, les gens auront trouvé ça aussi intéressant que moi. Donc je te remercie et puis, bah, écoute, bah, merci à tous les gens qui nous auront écoutés. Merci beaucoup, à bientôt Cindy.